Les rituels religieux ou sociaux attirent présentement l'attention en sciences cognitives. Au contraire de ce que certains sceptiques pourraient penser, il s'avère que les rituels sont loin d'être de simples superstitions irrationnelles. Jean-Philippe Marceau est en studio pour explorer avec nous les liens insoupçonnés entre rite et connaissance. Bonjour Jean-Philippe. Salut Simon. Alors, ça fait longtemps que les historiens, les anthropologues s'intéressent aux rites, aux rituels, mais les sciences cognitives, ça me semble assez nouveau. Est-ce qu'on pourrait même aller jusqu'à dire que ceux qui pratiquent des rituels ont un avantage dans le domaine de la connaissance? Oui, probablement en fait. On n'a pas encore beaucoup d'études qui sont directement sur les rituels, ça commence, mais on a beaucoup d'études sur des aspects des rituels, puis on se rend compte que systématiquement, c'est des choses qui peuvent améliorer notre rationalité. Évidemment, c'est possible de mal faire ces choses-là, puis là, ça ne va pas aider. Mais si c'est bien fait, oui, ça va améliorer notre rationalité. À quels aspects d'un rituel tu penses, plus concrètement? Des aspects qu'on connaît bien maintenant, c'est l'importance de l'imagination pour se transformer, puis entre autres pour devenir plus rationnel. Il y a aussi l'importance du mouvement. On se rend compte que l'idée de la personne qui est un genre de cerveau abstrait, déconnecté de son corps, ça ne fonctionne pas du tout, là. En réalité, pour développer notre rationalité, on doit utiliser des compétences qui sont physiques. Puis un autre aspect, c'est au niveau de vivre dans un récit ou de partager un récit avec d'autres personnes pour apprendre à se coordonner avec d'autres personnes. Oui, Ariane? Là, d'emblée, tu parles de rituels collectifs. Donc, on ne parle pas nécessairement de rituels individuels comme prendre mon ma café routine le matin. du matin, oui, je médite en faisant du yoga en me levant ou ma routine de soins de la peau le soir. C'est pas de ça dont tu parles. Il y a des rituels que tu peux faire individuellement qu'on sait aussi qui vont avoir des bénéfices, comme des trucs de tai chi que tu pratiques tout seul, des prières que tu fais toute seule. Il y a des choses que tu fais individuellement qui peuvent aider aussi. C'est juste que le sommet de tout ça, ça va être un rituel que tu fais en groupe avec plein d'autres personnes aussi. Allons-y tout de suite avec l'imagination. Donc, ça fait longtemps qu'on sait que l'imagination joue un rôle très important dans le domaine des arts. Dans le domaine de la connaissance des sciences, on en parle moins souvent. Comment rituel, imagination puis connaissance peuvent-ils s'entraider? Ouais, ce qui s'est passé, c'est que on s'est rendu compte que les gens ne sont pas aussi rationnels qu'on pensait, puis qu'il ne suffit pas de leur donner des arguments pour qu'ils deviennent plus. Fait que, un exemple classique dans la littérature, c'est comment encourager des gens à épargner pour leur retraite. C'est un problème, en fait, qui est étudié beaucoup parce que maintenant, les gens vivent plus vieux, mais ils n'ont pas toujours pris l'habitude d'épargner pour la retraite. Donc, il y a systématiquement pas assez de gens qui épargnent, puis là, on se ramasse avec des problèmes dans la population. Donc, c'est assez étudié. Puis là, on va te donner des arguments. Si tu mets $1 maintenant, il va valoir $1000 dans 50 ans. Exact. Puis, il y a des études drôles. C'est des méchants bons investissements que tu as, Simon. Mais il y a des études drôles, là, où, du style, tu vas donner une présentation à un groupe de professeurs dans une université, puis tu les encourages à épargner pour la retraite pendant cette présentation-là. À la fin, les gens sont tous convaincus d'un niveau rationnel. Ils disent « Ah oui, c'est très bien, bonne présentation, tu as tout à fait raison. » Tu reviens 6 mois plus tard, il y en a un qui épargne plus qu'avant. Fait que ce qu'on s'est rendu compte, OK, maintenant, face à cet échec-là, des arguments à convaincre les gens, qu'est-ce qui peut nous permettre de nous transformer pour devenir plus rationnel, entre autres? Puis, le genre d'intervention qui semble bien fonctionner, c'est d'utiliser l'imagination des gens pour leur faire changer de perspective. Fait un exemple qui fonctionne bien vient d'un psychologue qui s'appelle Hal Hershfield, qui a créé une intervention où tu vas voir des gens, puis tu les encourages à s'imaginer eux-mêmes dans 40 ans, dans 50 ans, à la retraite, puis tu les encourages à penser à cette personne-là comme une personne dont ils voudraient prendre soin, comme un de leurs proches, par exemple, qui aiment puis qui veulent aider. Une sorte de visualisation de ton avenir. Exact. Puis, en faisant ça, les gens vont développer la capacité de faire le pont entre leur perspective actuelle et leur perspective future. Puis là, ça donne une place à cette perspective future-là. Ça leur change vraiment leur façon de voir les choses puis de voir leur épargne. Puis là, ils ont beaucoup plus de chances d'épargner réellement que si tu fais juste leur donner des arguments. Fait que ça, c'est un exemple d'utilisation de l'imagination qu'on peut reconnaître dans plein de rituels. Même spontanément, les enfants, par exemple, vont se déguiser en super-héros, en ci ou ça, parce qu'ils vont reconnaître que ça les permet de se transformer puis de devenir un peu plus comme ces super-héros-là dans lesquels ils se déguisent. Puis, donc, un chrétien devrait déguiser en saint peut-être ses enfants. Ben, peut-être, ça pourrait aider. Il faut que les enfants aiment ça. Il ne faut pas qu'ils réagissent contre. Okay. Comme j'ai dit tantôt, toutes ces pratiques-là, comme si c'est bien fait, ça semble nous permettre de devenir plus rationnels. Mais si on les fait mal, ça peut avoir des impacts négatifs, au contraire. Mais, par exemple, quelque chose qu'on fait dans la liturgie, qu'on fait dans différentes pratiques religieuses, ça va être de s'imaginer comme si on était des saints, comme si on suivait Jésus, comme si on marchait avec Moïse. Le chemin de croix en carême, est-ce que c'est un peu ça? Pour essayer de mieux comprendre le mystère de la passion en le mimant?
Exact. Je pense que c'est peut-être le meilleur exemple parce qu'on essaie de rentrer dans ce qui est peut-être l'apex de l'expérience chrétienne de suivre Jésus jusqu'à la crucifixion. Puis je pense les gens qui qu'effectivement... se font littéralement crucifier à Pâques. Ouais. Valérie? J'ai une question. Le point de départ de la chronique, c'était les rituels aident à devenir plus rationnels. Puis je pense que dans l'esprit des gens, spontanément, tu sais, ritualité, ben c'est ça, c'est un peu l'antithèse d'être rationnel. Puis après, c'est plus pour devenir une meilleure personne. J'aimerais ça. Qu'est-ce que tu veux dire par devenir plus rationnel? La rationalité, c'est de diviser ses ressources comme ratio. C'est être capable de bien proportionner ton attention, tes ressources. Fait que, par exemple, d'épargner pour la retraite, c'est un exemple de devenir plus rationnel parce que tu es capable de bien mettre tes ressources, mais d'agir plus moralement aussi, c'est de devenir plus rationnel, d'avoir la raison au sens moral. Puis il y a d'autres aspects de la rationalité qui ont plus... Il y a d'autres aspects de la ritualité, qui ont rapport plus directement à la rationalité aussi, mais je pense qu'on peut quand même comprendre que l'imagination, c'en est un aussi. Bonne question, Valérie. Allons-y pour l'aspect corporel. Donc, dans un rituel, religieux ou pas, là, il y a des déplacements, des gestes, même des danses, je pense dans certaines liturgies chrétiennes. Comment le fait de bouger peut influencer notre rationalité? Oui, on s'est rendu compte que notre développement rationnel, comme un enfant, par exemple, va entre autres passer par un développement corporel en premier. Un exemple intéressant qu'on connaît aujourd'hui, c'est qu'à l'intérieur du cerveau, dans le cervelet, il y a tout un paquet de neurones, de réseaux de neurones qu'on développe pour apprendre à marcher, par exemple. Avoir l'équilibre entre gauche-droite, devant, derrière, etc., quand on marche pour ne pas tomber. Puis ces réseaux de neurones-là qu'on développe pour marcher, le cerveau ne fait pas de gaspillage, il va s'en servir pour faire d'autres choses. Entre autres, quand on va essayer de balancer différents concepts, quand on va raisonner, quand on veut garder l'équilibre, par exemple, entre le bien et le mal, quand on va peser le pour et le contre de certaines décisions, on va utiliser ces mêmes réseaux-là qui nous permettent de garder un équilibre au niveau corporel. C'est pas pour rien que l'image de la justice comme une balance, là, ça ne sort pas nulle part, parce que ça nous permet justement de faire le lien avec cette machinerie corporelle-là qui nous balance physiquement. Fait que, on sait que, par exemple, les gens vont apprendre plus rapidement si tu te permets de faire des gestes quand tu leur enseignes quelque chose. Les gens vont performer plus aussi si tu leur donnes des tests puis ils ont le droit de bouger. Un contre-exemple, c'est tu fais passer un test cognitif à des gens où ils doivent répondre à des questions, mais tu leur demandes de tenir un poteau, par exemple, avec leurs mains, puis ils vont avoir une moins bonne performance que s'ils peuvent bouger librement. Parce qu'on réutilise des réseaux de neurones qui veulent bouger, qui utilisent des capacités corporelles qu'on a. Mais en quoi c'est lié au rituel? Faire du sport, est-ce que ça n'aurait pas le même impact? Ça, oui. Ça, c'est vrai. Au niveau de cet équilibre-là, ça a certainement un impact. C'est, par exemple, des choses qu'on va retrouver dans les rituels aussi. Une façon de voir la chose, c'est qu'il y a beaucoup de pratiques qu'on fait ici et là. Les enfants qui se déguisent, des adultes qui vont jouer au soccer, peu importe, plein de choses qu'on fait qui nous développent rationnellement, mais on va trouver ces choses-là généralement de façon plus condensée dans des rituels. Ça va être comme le sommet des activités qu'on peut faire pour devenir plus rationnel, parce que ça va tout rassembler, les activités qu'on fait justement pour devenir plus rationnel. Est-ce qu'en musique, il n'y a pas un peu aussi cet aspect-là, le lien entre l'émotion, le mouvement du corps, puis un certain... On dit souvent que les musiciens, c'est bon la musique pour les enfants, là, pour développer l'intelligence des enfants. Exactement. On le sait, puis ça se comprend bien parce que quand tu apprends à faire de la musique, tu apprends à manipuler des structures très abstraites, en fait. C'est quand même incroyable quand tu y penses. Des notes qui ont différents niveaux, puis aussi que tu dois manipuler dans le temps. C'est encore plus compliqué si tu es avec différentes personnes. Donc, tu dois apprendre à écouter les autres, répondre au bon moment. Surtout si tu chantes avec plein de personnes, avec plein d'instruments, etc. C'est extrêmement complexe. Puis, c'est pas étonnant qu'on sache que quelqu'un qui apprend à jouer de la musique a plus de chances de devenir bon en mathématiques, par exemple, parce que c'est une autre façon de manipuler des structures abstraites. Puis, j'ai pas vu d'études explicitement là-dessus, mais je serais prêt à gager que quelqu'un qui apprend à chanter avec d'autres personnes va aussi devenir meilleur en général pour écouter les personnes autour de lui, puis pour collaborer avec eux. Quand tu apprends, tu vas à l'église, par exemple, puis tu vas chanter en écoutant les gens autour de toi, que tu réponds au bon moment après que le prêtre ait chanté, tu écoutes les gens autour de toi. Il y en a qui ont de la misère à répondre au bon moment. Exact. C'est pas tout le temps facile, mais c'est tout le temps une pratique qu'on fait. Même si tu chantes pas, il y a ça à l'église aussi, juste de rester au bon moment, d'essayer d'être en même temps que les gens autour de toi. C'est pas facile, puis des fois, tu vas à l'église, tu vas dans une petite messe de semaine où tu sais que c'est des gens qui vont à la messe très fréquemment, puis ça peut quand même être difficile de se synchroniser comme il faut, mais ça reste un bon exercice, justement. Tu parlais tout à l'heure aussi que les rituels là, nous plongent dans des
récits, ils racontent des histoires. Je pense le passage de la mer Rouge pour le baptême, par exemple, ou la dernière scène pour la messe. En quoi est-ce que se raconter des histoires, c'est essentiel à la rationalité humaine? Surtout au niveau des groupes, en fait. On sait aussi que ça a plein de bienfaits au niveau individuel. Si tu es capable de concevoir ta vie comme une histoire, justement, tu vas avoir tout un paquet de meilleurs marqueurs au niveau rationnel, puis même au niveau biologique, par exemple. Il existe des exercices qui ont été bien testés où tu demandes aux gens d'écrire leur biographie, surtout des gens qui ont eu des expériences psychologiques difficiles, des traumatismes, etc. Tu leur demandes d'écrire là-dessus, d'expliquer, de faire vraiment une histoire, là. Au lieu d'avoir un genre de chaos quand tu penses à ta vie par le passé, puis à cause de ça, d'interagir avec le monde de façon plus chaotique, stressante. Une fois que tu as fait l'exercice d'ordonner les choses, de créer une histoire, tu vas avoir un plus bas taux de cortisol dans ton sang, tu vas avoir moins de chances de tomber malade, tu vas être plus heureux. Il y a tout un paquet de marqueurs qui s'améliorent quand tu transformes ta vie comme une histoire. Puis, il y a le même genre de choses qui se passent au niveau d'une société aussi. Si avec tes voisins, les personnes autour de toi, tu partages un récit commun, tu vas aussi réussir à t'entendre. Ça, c'est quelque chose qu'on sait depuis longtemps. Il y a peut-être le premier sociologue célèbre pour avoir fait ça, c'était Émile Durkheim, mais on sait que tous les groupes qu'on étudie anthropologiquement, ils ont tous un genre de rituel qui les tient ensemble. Puis les groupes ne semblent pas être capables de s'entendre s'ils ne font pas des rituels ensemble, s'ils ne partagent pas un même récit. Puis c'est pas très étonnant parce que si, par exemple, moi et ma femme, on n'a pas la même histoire pour parler de notre famille, ben on va avoir des conflits, ça va faire des problèmes. Il faut qu'on ait des pratiques comme de manger ensemble, comme d'aller à des rendez-vous ensemble, peu importe. Il faut qu'on fasse des rituels ensemble pour partager la même histoire, puis après ça, s'entendre le reste de la semaine. Mais il faut que les sociétés fassent la même chose aussi, que les sociétés aient des récits communs. Je vois bien comment avoir un récit commun aide dans la vie quotidienne humaine, là, dans la vie de couple ou la vie d'une communauté. Mais est-ce que ça peut avoir un impact même dans le domaine scientifique? Oui, justement, il commence à avoir des études explicitement sur la ritualité, même dans le niveau scientifique, parce que, comme j'ai dit, là, on voit plusieurs aspects qui sont importants pour notre développement cognitif qu'on trouve de façon condensée dans les rituels. Fait que ça devient de plus en plus correct, acceptable d'étudier la ritualité dans la science elle-même. C'était pas le cas il n'y a pas si longtemps, d'ailleurs, là. Des scientifiques qui étudient la sagesse, ça a peut-être juste une vingtaine d'années, là, c'est assez nouveau. Avant ça, c'était mal vu, c'était quelque chose de woo-woo, de New Age, on voulait se tenir un peu loin de ça. Mais maintenant, on doit se rendre compte que pour parler de rationalité, il faut que tu finisses par parler de ritualité. Fait que ça devrait devenir acceptable d'étudier ça scientifiquement. Un exemple qui est drôle, c'est... en fait, je ne sais pas si c'est drôle, mais c'est intéressant, puis il y a des images drôles dedans. C'est l'exploration de Mars par des robots télécommandés. Parce que là, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est difficile comme projet parce que la lumière prend potentiellement beaucoup de temps. Ça dépend, tu es rendu où dans l'hélice, mais c'est potentiellement très long pour envoyer un signal sur Mars ou pour recevoir des photos sur Mars. On n'a pas des images de très, très bonne qualité qui nous viennent de là-bas non plus. Fait que tu as des équipes de scientifiques qui reçoivent avec un délai des images de leur sonde qui est un robot sur Mars. Puis là, sont un groupe de scientifiques, d'ingénieurs, etc., qui doivent déterminer, OK, c'est quoi les signaux qu'on renvoie à notre robot pour qu'il se dirige de la bonne façon. Ça coûte énormément cher. Tu n'as pas beaucoup de sondes sur Mars, il faut que tu fasses attention. Fait que il y a beaucoup de pression, mais qu'ils veulent faire les choses vraiment bien comme il faut. Puis là, ce qu'ils se mettent à faire spontanément, c'est quelque chose qui ressemble beaucoup à un rituel. Ils reçoivent les photos. Ils vont se voir ensemble d'abord une fois par semaine. Là, toute l'équipe se rencontre. Puis ils se rappellent, OK, on est où dans notre histoire d'équipe? C'est où est-ce qu'on s'en va? C'est quoi notre but? Ils vont discuter ensemble pour que tout le monde s'entende sur différentes choses qui s'est passées. Puis ensuite, il faut qu'ils utilisent leur imagination puis leur corps carrément pour décider quoi faire ensuite. Ils vont, à l'aide des photos, ils vont aller dans leur laboratoire, ils vont essayer de devenir par leur imagination le robot. Ils vont même mimer des trucs là, comme par exemple, bouger leur corps pour essayer de ressembler un peu plus au robot, essayer de se déplacer comme le robot. Puis par cet exercice d'imagination-là, en groupe, puis en bougeant avec leur corps, ils vont réussir à prendre des meilleures décisions pour savoir quoi faire avec le robot. Fait que, tu sais, des fois, on a tendance à penser que... J'ai comme une image là, d'un laboratoire avec des scientifiques qui miment des robots. Je trouve ça un peu comique. Ben, c'est un peu comique, effectivement. Mais ce qui est fou, c'est que tu as besoin de faire ça pour bien performer dans cet emploi-là. Fait que, des fois, il y a des comportements qui sont vus comme superstitieux, qui sont comme encouragés,